Chers amis du PP, alors que dehors il neige copieusement, pour une fois je crois que je vais réaliser une promesse, une prouesse et une promesse, c'est d'éditer le jour même une vidéo tournée ce matin. Je fais une petite introduction parce que vous êtes nombreux, je suis ravi. Vous êtes aussi de plus en plus de nouveaux qui ne connaissent pas tout le déroulé de cette chaîne et de ma façon d'envisager la mise en ligne de vidéos. Et donc je ne voudrais qu'il n'y ait aucun malentendu. Je fais des vidéos comme je sème des graines dans mon potager. Sauf que là, ce sont des graines d'idées. Je balance des idées et plutôt que de balancer des idées que j'ai piquées à droite, à gauche, dans des guides, sur d'autres sites internet, etc., j'essaye de vous montrer ce que je fais et pourquoi je le fais. Je ne souhaite pas, soyons précis, je ne souhaite pas que vous me copiez. Tout le début de mon deuxième livre explique en long et en large que nous avons chacun des sols différents, chacun un climat différent et chaque année, en plus, dans un même climat, dans une même zone climatique, des aléas météorologiques différents. C'est particulièrement vrai quand il s'agit d'orage. Il peut tomber 50 mm à 10 km d'ici et le gars peut mettre en ligne une vidéo avec des plantes qui sont magnifiques en disant « j'ai jamais arrosé ». Et puis moi ici, l'orage est passé à côté. Et c'est vrai aussi pour ce que j'ai filmé ce matin, l'épisode de froid dans lequel nous sommes, toute cette neige, avec des variations locales qui peuvent induire en erreur. Là, cette année, enfin cet épisode-là a surtout frappé le centre de la France. Habituellement, nous sommes, nous, dans l'Est, les plus exposés aux basses températures, à l'exception de ceux qui se trouvent en altitude, en montagne. Parce que, en général, par le mécanisme des anticyclones, etc., c'est les fameux Paris-Moscou de l'air polaire qui nous vient par l'Est. Et donc, il y a une espèce de graduation des températures les plus basses dans le nord-est, et puis ça descend, ça descend. Les températures remontent, sont moins basses au fur et à mesure qu'on se rapproche de la mer ou du sud et des deux. Et là, pour une fois, nous ne sommes pas les champions. Les températures les plus basses ont été enregistrées plutôt dans le centre de la France. En aucun cas, ne faites ce que je fais. Regardez, réfléchissez, et puis j'espère petit à petit dans ces vidéos vous convaincre de deux choses. La première, c'est que il y a souvent des intérêts à sortir des sentiers battus, rebattus, macadamisés, stérilisés, autoroutisés. Vous ne trouverez rien de beau sur ces chemins-là, à mon sens. Rien d'intéressant, rien qui va remplir votre tête. Peut-être votre estomac, et encore, je ne suis pas certain du tout que ça le remplira mieux. Ça dépend qui vous copiez. Deuxième chose, sortir des sentiers battus, certes, mais sur la base d'une expérience qu'il vous faudra acquérir. J'ai un jour fait une vidéo qui s'appelle, je crois, « Je cultive la patience ».
vous êtes nombreux à vouloir réussir dans la semaine qui vient, ce que j'ai mis 10 ans à réussir, et je change encore tous les jours. Ce que j'ai filmé là, j'aurais été incapable de le filmer il y a 2 ans parce que j'étais trop abruti. Je n'avais pas assez poussé mes réflexions et surtout pas fait les essais qui me permettent d'être affirmatif aujourd'hui. J'avais peut-être l'idée qui germait. Et donc, regardez mes vidéos d'une façon générale, celle-là en particulier, pour que peut-être une idée germe, que peut-être vous essaierez, peut-être vous foirez, et en foirant, si vous réfléchissez, vous allez faire un grand pas en avant, vous allez comprendre quelque chose. Voilà donc cette mise au point, hein, parce que sinon vous allez vous engouffrer en disant il n'y a qu'à faire ça, ça marchera, chez Didier ça a marché. Non, 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 ça a marché dans des circonstances, et donc notamment quand il s'agit de météo, nous avons chacun notre météo. Allez, c'est parti. Chers amis du PP, mercredi 7 avril, 10h du matin, il fait clairement frisquet, et donc depuis 2 jours, nuit de lundi à mardi et puis nuit de mardi à ce matin, nous avons eu des températures relativement basses, et même dans la journée, hein, ces 2 derniers jours, plusieurs fois par jour, des giboulées qui ont abouti ici à des couvertures de neige qui sont restées plus ou moins longtemps, enfin fines saupoudrages de neige, soyons précis, qui sont restés relativement longtemps. Alors évidemment, le matin, quand on ouvre ces volets et qu'on voit ces étendues blanches et qu'on a un potager, on est fatalement inquiet. Moi, j'ai donc mes petites sondes en haut, et donc dès le café, je suis renseigné sur les températures les plus basses que mesure d'une part la station météo, et cette nuit, on est resté pratiquement sur la limite du 0 degré. Hein. Donc souvent, quand il neige, de façon étonnante, il fait moins froid que quand le ciel est parfaitement clair. C'est là qu'on a les gelées les plus violentes par le phénomène de radiation, hein, donc de perte de chaleur de la surface terrestre. J'ai souvent évoqué ça, et ce sont en fait les pires moments pour un jardinier. J'ai le nez qui coule avec ce froid. Et donc la neige, en fait, ne doit pas être si inquiétante que ça quand vous voyez de la neige. C'est plutôt quelque chose qui rassure le jardinier, bien que ce soit spectaculaire, quoi. On neige dans nos têtes, c'est glace, donc c'est catastrophe. Mais non, la plupart de nos plantes, et je ne cesse de le répéter dans les dernières vidéos, sont bien plus résistantes que le 0 degré. Même si il y a 2-3 nuances. Donc vous avez ces primes verts là, ben voilà, ces primes verts, elles traversent la neige, et ben voilà, il n'y a aucun problème. Et puis on va aller dans le potager, vous verrez qu'il n'y a pas de grande inquiétude. Donc température, station météo, les 2 nuits aux environs de 0 degré. Température dans la serre, dont je rappelle qu'elle chauffe beaucoup le jour, mais qu'elle refroidit aussi beaucoup la nuit, et donc elle ne me permet pas au niveau du sol de gagner beaucoup de degrés. Peut-être 1, peut-être 2, ça dépend justement un peu de ces rayonnements. Et donc là, j'ai eu moins 3,5 hier matin, et ce matin seulement moins 1. Donc quand j'ai pris mon café, moins 1, pas de problème, tu peux prendre ton café tranquille, et même reprendre un café tranquillou. Dans le châssis, le système, la résistance chauffante
avec un thermostat taré à 3 degrés, taré, pas taré, hein, réglé d'usine sur 3 degrés, cette résistance a dû parfaitement jouer son rôle, puisque ces 2 dernières nuits, on est resté à plus 2,5, et donc je suis totalement confiant. Mes tomates, c'est essentiellement les tomates, il y a des céleris aussi, mais les céleris, plus par manque de place ailleurs, les céleris ne sont pas si résistants au froid, ne sont pas si sensibles au froid que ça, mais les tomates qui sont des grands sensibles ont dû passer une bonne nuit tranquillou en attendant maintenant le soleil. On va aller jeter un coup d'œil sur 2 ou 3 de ces trucs et peut-être donner 2-3 lignes directrices pour avoir une réflexion potagère un peu plus aboutie par rapport à ces coûts que peut donner la météo de temps en temps. En route. Alors ici donc, la serre ce matin était blanchâtre. Le soleil s'est levé par intermittence, hein, il y a des petits trous dans les nuages. Et donc cette couche de neige sur le tunnel a fondu. Par contre, vous voyez bien que le foin, lui, la neige qui est sur le foin est encore là, alors qu'à côté, sur la terre, elle n'y est plus. Il faut que je vérifie que cette petite bande qui s'est découverte accidentellement est bien dans l'image, et ça montre une chose qui est très 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 importante, erreur de raisonnement contre-intuitif. On pense que le foin tient chaud, oui, il tient chaud au sol en dessous. Par contre, il empêche la chaleur du sol de sortir la nuit, et tous les végétaux, si j'avais ici par exemple des pieds de tomates comme ça, souffrent davantage des gelées dans la partie qui dépasse le foin, comparativement au même endroit, même météo, à des pieds qui sont dans un sol nu. Donc le foin est bien un régulateur de la température du sol qui se trouve en dessous, mais est un exagérateur des variations de température pour la partie qui est au-dessus du foin. Mettez-vous ça bien dans la tête, parce que j'ai vu de ces erreurs de raisonnement et de ces conneries qui sont écrites parce qu'on confond les choses. C'est un manteau, et comme tout manteau, ben, mon manteau là, il fait quoi? Il me garde le chaud dedans, et donc il laisse le froid dehors. Bon, alors ma petite bande n'était pas dans l'image, mais voilà donc, même sol, simplement ici, couverture, isolation. Ici, pas de couverture isolante, donc c'est le sol qui a réchauffé la neige, qui a fondu. Au passage, donc ici, des voiles P17. Alors vous voyez un des inconvénients de tous ces systèmes mécaniques, voiles et compagnie, c'est que mal mis, voilà, je n'ai pas bien lesté comme il faut de ce côté-ci. Cette période de froid a été accompagnée de tempêtes, et alors il y a 2 difficultés, hein. La première, c'est que quand on a un grand potager comme le mien, il faut beaucoup de matos. Donc il n'y a vraiment que quelques zones dans lesquelles on a fait des semis pour les hâter, les forcer, où on a mis ces voiles. Le reste, je vous montrerai des laitues que j'ai repiquées, et rester comme ça. L'ail, oignons, etc. qui sont là derrière moi, rester comme ça, c'est impensable dans un grand potager de tout abriter par différentes astuces, hein, ce que j'appelle des astuces. Ça va bien quand on a un carré, un petit potager, quand on a 3 plants de courgettes, on peut trouver 3 cartons pour les couvrir. Mais dès qu'on a un tout petit peu de surface, c'est totalement illusoire. Le deuxième inconvénient, avec les tempêtes, il faut veiller à ce que ce soit bien mis en place.
est bien lesté. Visiblement, à cet endroit-là, j'ai mal veillé. Alors heureusement, et on va y venir tout de suite, heureusement, les plantes sont, comme je l'évoquais à l'instant même, certaines plantes, les non tropicales, les non chochottes, hein, il faut absolument apprendre à distinguer les chochottes. Tout ce qu'on a été ramené du monde entier et des zones tropicales du monde entier, plantes qui théoriquement, soyons clairs, n'auraient rien à foutre dans nos potagers, si on était conséquent. Et si on était aussi résistant à la mondialisation, etc., on n'aurait pas de tomates. On ne se ferait pas chier avec des tomates qui gèlent, qui n'ont rien à foutre ici. On n'aurait pas de haricots. On ne s'emmerderait pas avec des haricots qui gèlent sous nos climats. On aurait quoi? On aurait des panais et des carottes. On aurait des petits pois. On aurait des laitues que je vais vous montrer ailleurs. On aurait de l'ail, de l'oignon et des choses comme ça. On aurait des navets. On aurait des radis, etc. Et on aurait des plantes qui résistent parfaitement à ce qu'on vient de s'enquiller. Là, donc, on voit les petits pois fringants, on voit des carottes. Alors, s'il en manque par endroit, ici, c'est une limace. Mais ailleurs, aucun problème. Et là encore, des petits pois découverts par accident et ont parfaitement résisté. Hein. Donc, distinguez bien nos légumes à nous, et je précise un point, dans des stades qui ne sont pas trop avancés, parce que ça fait déjà 2 ou 3 fois que je vous le répète, la résistance au froid diminue au fur et à mesure que les légumes se développent. Et bien entendu, pour ceux qui fleurissent, la fleur, fécondation, jeunes fruits, là, on entre dans le stade où la plante devient extrêmement sensible, où des -3 sont à peu près les limites. Ce qu'on connaît bien pour les arbres fruitiers, mais qui est tout à fait vrai aussi pour les légumes. Et donc, lorsque vous avez des légumes en fleurs, là, effectivement, il faut se préoccuper de voir comment ne pas dépasser -1, -2. Après, ça devient difficile. Alors voilà donc ici le châssis dans lequel sont préparés les plants de tomates. Donc dès que ça germe dans la maison, ça file ici. Et donc ce premier châssis est, on va dire, soigné par 2 systèmes. Donc tous les soirs, en tout cas lorsque la météo pour le lendemain prévoit des températures très fraîches, c'est la mise en place de cet isolant que, évidemment, on enlève le matin. Là, je l'ai remis, hein, il a été enlevé avant de boire le café. Donc, comme ça se voit ici, il était un peu couvert de neige. Et donc là, ça se réchauffe. Et donc là-dedans, vous avez des tomates sans aucun problème. Grâce à le deuxième artifice, donc, et une résistance chauffante de, je crois, 100 watts, avec un thermostat, comme je viens de l'évoquer, réglé sur 3 degrés, donc qui s'enclenche au petit matin, lorsque la température, malgré tout cela, risquerait de devenir trop basse. Alors, je ne vais pas ouvrir trop longtemps, mais quand même un tout petit peu, pour vous montrer, par exemple, là, des tomates qui sont nickel. Et voilà donc ce châssis et l'arrivée de ce dispositif de résistance. Je vais vous prendre tout ça en gros plan, avec dans cette partie noire ici, le thermostat qui alimente donc ce genre de fils souples qui sont donc souvent utilisés pour protéger des installations sensibles de type abreuvoir, etc. Et donc là-dedans, vous avez
les tomates, donc qui viennent de passer une nuit de plus dans ce châssis, qui nécessite d'ailleurs un petit arrosage. Alors ne vous inquiétez pas si celles-là sont dans l'image, ce sont des boutures de tête de porte-greffe que je vais essayer de cultiver. Mais il faut que je leur mette un petit coup de flotte. Alors ces voiles-là, j'en ai pas encore parlé, j'ai un problème tout à fait sérieux dans ces châssis. J'ai retrouvé des plants de tomates totalement décapités. Si j'en trouve, ah bah ils sont là. Ah non, ça c'est les greffes, les les greffons. Donc j'ai trouvé des tomates comme ça décapitées et je pense que ce sont des grillons qui pensent nettoyer le châssis. Et donc j'enveloppe chacune de mes barquettes avec ce P17, ce qui laisse passer la lumière et qui empêche le grillon de faire son œuvre destructrice. Bon, là je le fais mal, c'est pas grave, mais de toute façon je vais arroser. Et en même temps, donc, ça facilite un peu le maintien de la température, puisque ce type de voile permet de gratter, ça paraît incroyable, mais permet de gratter 2 à 3 degrés en général. Voilà donc comment on peut donc se focaliser sur une petite zone pour les plantes qui ne peuvent pas attendre. Il y en a d'autres qui sont remontées en haut, des piments, etc. Et puis pour le reste des plants, vous allez les voir dans le tunnel ou même à l'extérieur. Là, il y a des laitues qui sont restées à l'extérieur qui se prennent la météo puisque ce ne sont pas des chochottes. Chochottes dans le châssis, pas chochottes dans le tunnel pour les protéger de l'excès d'humidité. L'excès d'humidité tue beaucoup les plantes en hiver. On attribue ça au froid, mais souvent c'est le trop d'eau qui fait des dégâts. Waouh, mes doigts. Alors bien entendu, l'énorme inconvénient de ces châssis, c'est quand le temps est très très changeant comme en ce moment, la ventilation. Donc là, à l'instant, il neigeote, il fait très très froid, mais si cet après-midi ça s'éclaircit et que le soleil cogne, même si l'air est froid, on va dire à une dizaine de degrés, les températures peuvent monter, trop monter dans ces châssis et ça peut être évidemment létal. Alors, pour mémoire, ici, le deuxième châssis, il n'est pas chauffé, hein, il n'a pas de résistance, c'est celui dans lequel j'ai repiqué les fameuses laitues bouffées une première fois par la souris et repiquées récemment, donc une deuxième fois, où maintenant tout se passe nickel, 100% de reprise et une croissance donc beaucoup accélérée par les températures atteintes durant la journée. Et puis donc, comme je l'évoquais, dans le châssis, les légumes que je considère comme étant des costauds hein, sous nos climats, donc pour lesquels il ne faut se faire aucun souci, pas la peine de faire des nœuds dans le cerveau, au stade de jeunes plantules, la plupart des légumes, enfin la totalité des légumes que vous voyez ici, sont très résistants, des résistances qui peuvent aller jusqu'à des moins 8, des moins 9, des moins 10, des moins 14, avec des variations bien sûr selon les variétés. Hein. Il faudra que je termine ma vidéo sur les semences. Et un des points qu'on néglige un peu trop, c'est les différences variétales de résistance au froid. Et des variétés qui sont
beaucoup plus résistantes au froid que d'autres. Et c'est donc un des critères auxquels on peut faire attention si on veut produire en dehors des périodes, on va dire, classiques. Si vous produisez en pleine saison, vous pouvez prendre, je dirais, allez, non, je disais plus de gros mots, n'importe quel M de point de suspension de semences, ça poussera. Quand vous allez aux limites, ça devient un tout petit peu plus compliqué et il y a des variétés plus rares, mais qui sont plus indiquées que d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il y a là encore? Différents choux, que ce soit des choux cabus, que ce soit des brocolis, que ce soit là-bas des choux-fleurs, différentes aliacées. Là, ce sont des poireaux, 2 variétés de poireaux. Là-bas, une 3e variété de poireaux. Là, des oignons. Et évidemment, mes chouchous, pardon, pas chouchottes du tout, différentes laitues. Donc déjà, 2e vague de plants en plaques, la première vague ayant été repiquée, en partie ici la serre, mais qui commence à être sérieusement envahie, et on va y venir, en partie repiquée dehors, sans aucun ménagement, et tout ça est prié de traverser le froid. Donc, je reviens sur ce truc, je pense que ça va finir par entrer. Les chochottes, attendre, système particulier, et les non-chochottes, sans ménagement, ce n'est pas la peine de se fatiguer pour rien. Vous voyez que je n'ai même pas mis de voile de P17 ou de P30 et que tout ça est parfaitement nickel. Et même dehors, donc des terrines de semis posées là-bas parce que je ne savais plus où mettre. Vous voyez que c'est un peu encombré ici. Posées là-bas et puis ça reste. Et il y a la neige dessus et ça n'empêche absolument pas ces Batavia de printemps de percer la neige, comme je vous l'ai montré, pour les primaires, etc. Beaucoup de plantes de chez nous, les laitues sont des descendants de nos laitues sauvages, elles ont la génétique, même si, en sélectionnant des belles pommes, on les a rendues plus fragiles, et que parfois, donc, certaines variétés qui ont des pommes particulièrement belles, etc., ont un tout petit peu perdu leur gène de résistance. Mais moi, ce n'est pas un problème pour elles. Et pour celles que j'ai ici, des merveilles d'hiver, des feuilles de chêne, des gottes jaunes d'or, des Paris Island, etc. Là, il aurait pu faire moins 10 cette nuit, je ne bronchais pas et je dormais tranquille. Alors, êtes-vous sûr? Vous me dire les plus sceptiques? Bien sûr que je suis sûr. J'ai laissé ces caissettes dehors hier soir, sans m'inquiéter, sachant que la météo prévoyait environ 0 degré, donc que ici à l'extérieur je peux avoir 3 à 4 degrés de moins, donc je savais qu'on ne descendait pas en dessous des moins 4. Aucune raison de m'inquiéter. Il y a une plaque de polystyrène, pas de polystyrène, de polycarbonate alvéolé, c'est toit plastique. Je n'ai même pas pris la peine de la sortir pour la poser là-dessus. Et ces plants de laitue, ici de la Batavia, ici différentes variétés de laitue, dont certaines plutôt d'été, la canasta, la cressonnette marocaine qui est toute saison, une nouvelle laitue polonaise que j'essaye. Voilà. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? Je trouve que les gens s'inquiètent beaucoup pour pas grand-chose. Bien sûr, il faut juste avoir un tout petit peu confiance dans les prévisions météo à 24 heures qui, n'en déplaisent aux grincheux, sont aujourd'hui d'une fiabilité redoutable. Redoutable. Si un jour il vous arrive, moi c'est une expérience d'il y a 3-4 ans, temps très mitigé, etc.,
petite rincée, et je vois un agriculteur qui sort avec sa machine pour faucher le foin. Mon père ou mon grand-père aurait dit il est fada. Non, il avait des prévisions météo et effectivement, 2 heures après, le soleil venait et il y avait une fenêtre de 3-4 jours de beau temps qui lui permettait de faire son foin à condition de ne pas attendre 2 jours en se disant ah, est-ce qu'il va faire beau, il ne va pas faire beau, etc. Les prévisions à 24 heures ou à 3 jours sont fiables à 90% ou 95%. On joue au loto, mais la météo est certaine. Mais beaucoup de gens n'y croient pas parce que grincheux, ils sont contre. La météo c'est toujours trompé, ils se trompent tout le temps la météo. On colporte comme ça des trucs. Moi, je fonctionne qu'avec la météo. Si la météo m'avait dit -7, je savais qu'ici j'avais -10, j'aurais rentré et j'aurais mis mon plastique alvéolaire dessus. Alors ici en bas, des restes de plants que j'avais dans les terrines et que j'ai repiqué ici en plein cagnard il y a 4-5 jours, sans arroser à ma façon, et qui viennent donc maintenant d'un côté de bénéficier d'un tout petit peu d'humidité avec cette neige pluie mélangée, et qui se portent très bien malgré la nuit froide qu'ils viennent de s'enquiller. Seul problème, les oiseaux ont gratté et sont en train de m'enterrer les plants. Donc en dehors de ce petit inconvénient, vous avez là la preuve. Alors il en manque une ici. Je ne sais pas si l'oiseau a tellement gratté qu'il m'a dégagé le plant ou si une limace est subrepticement passée par là. Mais sinon, quasiment 100% de réussite dans ce repiquage. Ah là, il y a un ratoupier qui s'est invité des galeries. Et donc, quasiment 100% de réussite. Repiquage en plein cagnard. J'ai la vidéo quelque part, elle n'est pas encore en ligne, mais elle viendra. Jamais arrosé. 3 jours planté en plein cagnard. Et puis maintenant, le froid. Et ces laitues, différentes sortes. Il y a de la Gaude jaune d'or, il y a la Batavia et celle que j'ai évoquée en haut. Et tout ça se porte très bien. Alors là, vous pouvez avoir un problème, ce ne sera pas le cas chez moi, parce que la végétation est tellement, ici en altitude, en retard, que mes fraisiers sont loin d'être en fleurs. Mais par exemple, le fraisier est une plante pas chauchotte du tout, parce que originaire de nos régions, même si le fraisier cultivé a été introduit de Virginie et des côtes du Chili, etc. Mais disons, l'espèce est une espèce rustique, à l'instar de nos fraisiers sauvages, fraises des bois. Donc chez moi, on est loin de la floraison. Le fraisier est extrêmement résistant, il résiste à des -15, -20. Par contre, la fleur de fraisier est, comme tous les fleurs d'arbres fruitiers, etc., extrêmement sensible. Et si la température, alors je ne connais pas la limite précise du fraisier, mais ça doit être de l'ordre de -3, si la température descend sous -3, et vous aurez les fleurs de fraisier qui, au lieu de produire une belle fraise rouge, vont produire un petit point noir qui va disparaître. Donc là, ça c'est une culture où éventuellement, si vous voulez garantir votre production, vous avez intérêt, s'il y a des fleurs, de protéger, effectivement. Alors ici, devant vous, les différentes laitues que nous avions donc repiquées avec Laurence sur la table et qui est à ma gauche ici, et forcées, élevées au niveau de la serre tunnel et sorties depuis, donc repiquées ici
plantent en motte. Même chose, viennent de passer ces 2 nuits sans aucune protection d'aucune sorte. Et comme vous pouvez le constater, tout cela est nickel. Et bien sûr, ici, pour finir cette rapide tournée, toutes les Alliacées, que ce soit celles qui avaient déjà passé l'hiver, donc vous vous doutez bien qu'elles se sont moquées de ces -3 cette nuit ou la nuit précédente, c'est insignifiant pour elles puisqu'elles ont eu des -10, mais celles plantées plus récemment, là-bas l'ail qui vient de sortir, donc ail de printemps, ou plus loin des échalotes et des oignons, tout cela est parfaitement résistant aux températures qu'on vient de connaître. Là encore, le seul emmerdement, les oiseaux qui creusent et qui m'en enterrent, voire qui en arrachent parfois. Voilà donc, on va terminer là-dessus, cette rapide et des petites pousses de choux de Bruxelles, donc vernalisées, ridicules parce que plantées trop tard, mais qui malgré tout, donc induction florale, même le plus petit là, donc en rapport avec une vidéo et les questions que certains m'ont posées, même ce petit chou de Bruxelles absolument ridicule ne grandira plus. Il sait qu'il est en 2e année, il avait une taille suffisante pour avoir subi la vernalisation et donc on voit l'inflorescence qui est en train de se mettre en place. Donc tout ça, je peux le croquer. Bon, maintenant j'ai de la mâche, j'ai des laitues, j'ai des alternatives. Donc je vais peut-être laisser quelques fleurs pour les butineurs qui vont se jeter dessus dès qu'il va faire un peu plus chaud parce que là, évidemment, coup de froid aussi pour la faune et les insectes qu'on ne voit plus guère. Il y a les oiseaux pour m'emmerder. Ciao et à une prochaine. Bon, bah non, pas ciao, passez un peu vite là et je sens la déception chez tous ceux qui apprécient mes longs développements et je sais qu'il y en a qui apprécient sincèrement. Et puis je sens aussi la déception chez ceux qui râlent parce que mes vidéos qui sont trop longues et qui sont toujours encore là, si je fais une vidéo courte, mais qu'est-ce qu'ils auront à râler quoi? Les mecs qui vont être complètement déstabilisés, ils ont passé leur temps à râler, fait chier, ces vidéos sont trop longues, ils les regardent toujours. Donc voilà, il ne faut pas que je déçois les râleurs, quoi, qu'ils puissent râler, parce que j'ai peur quand même que ça leur développe un jour un cancer cérébral ou un cancer de l'anus ou quelque chose comme ça. Les râleurs, il faut qu'ils râlent. Voilà, c'est tout. Et donc, il faut leur offrir des chances de râler. Donc, je vais essayer d'être très long. Parce que, évidemment, supposons que hier, la météo ait annoncé un -17. Voilà. Poutine débarquait avec son hélicoptère et la Sibérie et pensait que j'étais subversif et qu'il fallait faire un goulag ici. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais fait? Non, je déconne avec Poutine, mais supposons qu'il fasse froid. Alors, il y a tout un ensemble de moyens qui permettent de lutter contre le froid extrême. J'en ai évoqué 2, donc les châssis avec les isolants, les voiles P17 dont on pourrait penser que comme ça ils sont ridiculement fins, etc., très peu efficaces, mais qui permettent de gratter 2-3 degrés. J'ai évoqué dans la serre, j'ai quelques plaques de polycarbonate, des chutes récupérées sur un chantier, et qui me permettent par exemple de couvrir, tout en laissant passer la lumière, certains de ces caissons de polystyrène récupérés là aussi à la poissonnerie
comme terrine, quoi. Je ne sais pas si elle est dans l'image, il y en a une ici. Voilà. Et puis, on a évoqué les fraisiers, et puis on a évoqué ces salades. Vous imaginez qu'on est maintenant le 10 mai, et que le 1er mai, j'ai eu le malheur de repiquer ici des aubergines. On va dire que c'est des aubergines, mais laitues. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, les phinoculteurs dont je suis, donc ceux qui travaillent essentiellement avec le foin, ont une arme à portée de main. Il leur suffit d'une fourche et je vais prendre, en cas de menace, un peu de foin ici et je vais le poser dessus et l'affaire est dans le sac. Alors vous allez me dire, mais ces plantes vont crever. Mais bien évidemment, le lendemain ou 2 jours après, le froid passé, je repasse dans l'autre sens et délicatement, j'enlève ce foin et je le remets de là où il venait. Voilà. Et là, vous avez de nouveau mes laitues sans avoir rien fait d'autre que ce que je vous ai montré. Donc en 5 minutes, même pas, hein, je couvre tout ce secteur-là. Supposons que mes fraisiers là-bas soient en floraison. Là, je peux même prendre un moyen plus radical et débouler avec un rouleau de foin que je déroule par-dessus les fraisiers. Et ensuite, une fois le froid passé, je passe avec ma fourche et je mets ce foin sur une des planches qui n'a pas encore été traitée. Voilà, donc, je ne voulais pas terminer sans esquisser cette possibilité extrêmement simple. J'en profite pour égaliser un peu parce que le temps qu'on a eu, là, les pluies, l'humidité, a un peu ramolli le foin et on voit un peu mieux qu'à certains endroits, il y en a un peu de trop et qu'à d'autres, il n'y en a pas assez. Donc ça, c'est un travail que je fais régulièrement après avoir déroulé le foin, égalisé pour que à peu près partout ce soit bien couvert, parce que sinon, évidemment, dans ces trous-là, certaines adventices pourraient en profiter. Donc là, ces pluies sont tout à fait intéressantes. Je suis peut-être sorti de l'image, parce que elles ont permis d'humidifier ce foin qu'on a déroulé là il y a 8-10 jours. S'il n'est pas humidifié par le haut, l'humidification va se faire par le bas en pompant sur les réserves d'eau du sol. Voilà donc pour là définitivement. Ah, quoique non, j'ai peut-être encore un truc à vous tourner à l'intérieur. Oui, donc les râleurs, vous avez encore de quoi râler. Attendez, je vais vous en coller encore 5-10 minutes, histoire que la coupe soit pleine, voire qu'elle déborde, voire qu'elle vous fasse vomir. Allez, donc à tout de suite, mais je vais mettre au chaud. Bon, allez, 2-3 points avais-je dit, je crois, au début, en introduction. Alors, un premier point, là aussi, j'aimerais que petit à petit, cela devienne un réflexe chez les jardiniers, c'est avant de chercher une solution, se demander s'il y a réellement un problème. Et oui, parce que sinon on peut résoudre des problèmes qu'on se crée soi-même à longueur de vie et s'agiter en tous sens. Je ne sais plus où je l'ai écrit, mais je l'ai écrit quelque part. Une action, elle a un sens. Je fais quelque chose parce que ce quelque chose est nécessaire à la réussite de mon projet. Ça a du sens. Je fais quelque chose parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire quelque chose que quelqu'un d'autre m'a dit, donc j'essaye les deux et je fais, et je fais, et je fais. Ça, c'est de l'agitation
issu d'un manque de réflexion et en tout cas d'un manque de cohérence. Donc sur ces questions de froid, quand la météo annonce telle ou telle température minimale, donc la première chose, vous l'avez vu dans la première ou la deuxième séquence, c'est de connaître son microclimat et de savoir l'écart moyen qu'il y a entre ce qu'annonce la station météo, dans mon cas c'est celle de Strasbourg-Ensheim, l'aéroport qui est à 12 km à vol d'oiseau, qui annonce une température météorologique mesurée dans sous-abri blanc à 1,50 m du sol sur un terrain qui est en gazon, etc. C'est normé. Et moi, je sais qu'ici, chez moi, un peu plus en altitude, exposé pile poil à l'ouest, donc je prends à la fois les vents de nord-ouest par cette vallée-là et les vents du sud-ouest par l'autre vallée que vous voyez souvent sur la gauche dans mes vidéos. Donc je sais qu'il y a, par temps clair, 3 à 4 degrés d'écart. Je sais que par temps turbulent, comme là quand il y a des vents, cet écart se réduit. Pour une raison simple, c'est que l'air qui arrive ici, il était 2 minutes avant à la station météo de là-bas. Donc première chose, se donner les moyens de connaître sa situation et les conséquences que vont avoir tel et tel phénomène annoncé. Deuxième chose et deuxième ligne, c'est d'arrêter de penser que parce qu'un légume est cultivé par l'homme, il est nécessairement une chochotte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est une erreur considérable, presque présente dans tous les esprits. Bien entendu, quand on sélectionne des fruits plus beaux, plus gros, plus de rendement, etc., on perd par ailleurs des caractères. Ça, c'est tout à fait exact. Par contre, et je l'ai sous-entendu à propos de l'une ou l'autre variété de laitue que je cite, l'homme a, depuis environ 150 ans, on va dire, de sélection dirigée, parce qu'avant il y avait une sélection, mais elle était un peu intuitive, de sélection dirigée, a pu, dans certains cas, augmenter la résistance au froid de ces variétés, tout simplement parce que c'était son objectif de sélection. Donc il a sélectionné toujours celui qui résistait le plus, parmi ses descendants, celui qui résistait un plus, et il a pu gratter comme ça 2-3 degrés. Peut-être plus parfois. J'avoue, je ne connais pas les limites, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des variétés plutôt anciennes, en l'occurrence, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a résolu ce problème-là par le chauffage des serres, et donc on ne se pose pas trop de questions. Ça commence tout juste à revenir sur la table pour le bio. Est-ce qu'on peut, sans aucune hésitation, labelliser bio quelque chose qui a flambé des tonnes de pétrole ou de gaz naturel pour les chauffer en hiver, donc en étant en contre-saison. Donc on s'est, on va dire, dégagé de cette voie de recherche. Donc on trouve des anciennes variétés parce que, à l'époque déjà, chaque maraîcher savait que c'était le jackpot. Le jackpot, s'il arrivait à avoir ses légumes 15 jours avant les autres. Tout le monde allait se jeter dessus et au lieu de vendre sa laitue 1 franc 2 sous, il la vendait déjà à l'époque parce que c'était déjà du business, 2 francs, le double, et donc avec un effort de production à peu près le même, il obtenait un revenu double. Donc il existe des sélections qui sont plus résistantes au froid que d'autres. Et d'une façon générale, ce que j'ai essayé de vous induire
comme réflexe, c'est de se dire, il y a des plantes qui sont très résistantes. Alors, j'ai dit tout à l'heure, un peu vite, parce que les impros ont leurs limites. Vous les découvrez de plus en plus, hein, les lapsus, le manque de précision dans une tirade, etc. Parmi ces légumes résistants, oui, un certain nombre sont les descendants des légumes que connaissaient nos ancêtres au XIIe siècle ou au XIVe siècle avant les introductions. Mais il y a aussi, parmi des légumes très résistants, des introductions. Je veux pour preuve les Alliacées, qui sont venus bien avant, hein, par l'oignon, par exemple, est originaire de l'Afghanistan, et vous doutez bien que là-bas, il a trouvé les moyens d'être extrêmement résistant par ce que j'essaie de vous expliquer, les bulbes qui passent l'hiver dans le sol et qui repartent une fois que la belle saison est arrivée. Donc certains légumes rustiques peuvent venir de loin. Donc la césure que j'ai esquissée, plante, on va dire, exotique, plante indigène, n'est pas la bonne césure. Il faut se poser la question de la résistance intrinsèque de l'espèce et donc des espèces d'origine plutôt tropicale, qui chez nous sont forcément introduites parce qu'on n'a pas de climat tropical. Donc ça, c'est effectivement la grande lignée des tomates, des aubergines, des poivrons, des courgettes, des melons, et j'en oublie. Et donc, ne pas s'inquiéter pour les uns. Ils sont faits pour, ils sont étudiés pour. Et encore plus si on a fait le choix de variétés que les maraîchers du 19e et puis du 20e siècle, et les maisons semencières ensuite, ont encore, on va dire, travaillé pour développer cette rusticité, pour avoir donc ou de la précocité, ou des espèces qui se cultivent très tard à l'automne pour se démarquer du marché. C'était des nouveautés, il y a 100 ans, très, très recherchées. Hein. Quand Vilmorin sortait une nouvelle variété plus résistante, soit à une maladie, soit au froid, les maraîchers se jetaient dessus. Ils n'étaient pas du tout comme les jardiniers amateurs d'aujourd'hui qui veulent que de l'ancien. Ça, c'est une erreur totale. Autre point, dont j'aimerais bien qu'il rentre dans vos réflexions pour agir de façon à ce que vous faites a du sens et non pas pour vous agiter, c'est de bien retenir que plus un plant devient grand et plus il devient sensible, et il y a notamment donc le passage pour tous les légumes qui font des fruits, en sachant qu'en botanique, des gousses ou des siliques, hein, les gousses c'est les fruits secs des légumineuses, les siliques c'est les fruits secs, sans chair, hein, on ne mange pas le fruit, on mange les graines qui sont dedans, des brassicacées. Donc, y compris ces plantes-là, le stade floraison et jeunes fruits sont des stades particulièrement sensibles. Et là, effectivement, il faut protéger. Protéger comme je l'ai esquissé, ou alors vous allez regarder la vidéo que Andrea Brahami a fait sur, je ne sais plus, 6 ou 7, chez lui c'est toujours des chiffres, 6 ou 7 moyens de protéger les légumes ou ces plantes d'une façon générale, ça peut aussi être des ornementales, pour les protéger contre le risque de gelée dès lors que la météo est formelle. Donc je n'ai rien contre ces trucs, j'ai juste voulu dire dans cette vidéo qu'il faut réfléchir si c'est vraiment nécessaire, et j'espère vous avoir montré que lors de cette situation-là, chez moi, avec les prévisions qu'on avait, il n'y avait pas lieu de s'agiter. Si vous regardez la vidéo d'André, on verrait que lui, ses fraisiers sont en fleurs. Hein. Il a un climat au nord de Bordeaux qui n'a rien à voir avec le mien. Hein. Il a
15 jours, 3 semaines, 4 semaines d'avance. Et par conséquent, la situation n'est pas du tout la même. Hein. Voilà. Et là, les râleurs vont râler, on va les laisser râler, mettre des commentaires, et c'est long, et ceci, cela, et puis tous les autres, j'espère que cela aura contribué à forger un peu plus une réflexion à partir d'idées que je vous ai balancées comme des graines. Donc j'espère qu'elles vont germer, donner des beaux fruits, des beaux légumes, de belles idées dans votre tête et puis plus tard dans votre potager. Allez, ciao.